Ne vous a-t-on jamais dit que derrière chaque légende se cache une part de vérité? Êtres fabuleux ou horrifiques, mythes anciens, contes fantastiques, légendes urbaines, histoires d'horreur. Et si en fait c'était réel, ou est-ce alors juste le fruit de notre imagination? Je ne saurais vous le dire, mais une chose est sûre, c'est que la légende que je vais vous raconter ce soir vous laissera sans voix. Et il est fort probable que certains d'entre vous auront du mal à dormir après ça. Je vais vous parler de morts vivants. Et oui, vous ne rêvez pas. Je ne vais pas vous parler de ces cadavres qui déambulent dans les rues, dépourvus de toute once d'humanité, sans conscience et friandes de chair humaine, comme dans Walking Dead. Non, ce que je vais vous raconter est encore plus surprenant, mystérieux et flippant. Alors prenez votre dose de frayeur, mes loulous, c'est cadeau, et joyeux Halloween. Écoutez-moi, écoutez tous. Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai trop hâte de vous raconter cette histoire. Mais en attendant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser votre petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas à faire une petite story, comme ça je vous reposte. Prenez de quoi boire et manger. Vous êtes prêts? C'est parti! Que ce soit aux Caraïbes ou en Afrique, la légende des zombies est ancrée dans la culture populaire. En fonction des régions, on entend souvent parler de personnes qui reviennent d'entre les morts ou réduites à un état cadavérique. L'origine du mot zombie est incertaine, mais certains écrits disent que le mot a des traces françaises voulant dire les ombres, tandis que d'autres insistent sur leurs origines africaines. Par exemple, je vais vous lire ça. Au Congo, le Mvumbi signifie un individu cataleptique. En Angola, le Nvumbi, cette fois-ci, signifie un corps sans esprit. Au Ghana, au Togo et au Bénin, on parle plutôt de Zanbibi, qui signifie créature de la nuit. Il semble déjà donc qu'en Afrique noire, et même aux Antilles, cette créature est bien présente dans la culture et les croyances populaires. En termes de datation, il est assez compliqué de savoir en quelle année est-ce que cette créature est apparue. Mais c'est en Haïti que l'Occident a pris connaissance de l'existence de cette créature pour la toute première fois. Et les Américains s'en sont inspirés pour sortir le tout premier film sur les zombies en 1933, intitulé White Zombie. Ça sent bien l'appropriation culturelle là pour le coup. En tout cas, continuons l'histoire. Il nous est impossible de parler des zombies sans parler du vaudou, bien évidemment. Le vaudou ou vaudoune est une religion africaine puisant sa source dans l'ancien royaume du Dahomey, donc l'actuel Bénin, en Afrique de l'Ouest. Cette religion est basée sur la croyance en un dieu suprême, qui n'intervient pas dans les affaires humaines, en plusieurs divinités servant d'intermédiaire entre le créateur suprême et les hommes, au culte des ancêtres, au culte de la possession aussi, et la croyance aux forces naturelles telles que les esprits de la terre, de la mer et de la foudre par exemple. Donc le vaudou est né au Bénin, où il a le statut de religion jusqu'à nos jours. Le vaudou a traversé l'Atlantique dès le XVe siècle avec la traite négrière. Il s'est alors propagé et transformé pour s'adapter aux cultures et mœurs des pays dans lesquels ces pauvres esclaves ont atterri. On retrouve ainsi le vaudou dans certaines îles des Caraïbes, aux États-Unis, au Mexique ou encore au Brésil. Prenons exemple sur le vaudou haïtien. Les esclaves avaient pour interdiction de parler leur langue d'origine ou encore de pratiquer leur culte. C'est pourquoi, et je trouve ça bien dommage, ils ont réussi à conserver qu'une infime partie de leur patrimoine culturel et cultuel. Le vaudou haïtien s'est alors adapté en mélangeant le vaudou originel venant du Bénin, donc de l'Afrique de l'Ouest, et d'autres croyances telles que le taïnos, des autochtones d'Amérique du Nord, et même le catholicisme romain. Parmi les nombreux rituels pratiqués par les croyants du vaudou, il y a la zombification. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? La zombification est pratiquée par les sorciers nommés Ougans ou Bokor, consistant à faire boire ou à frictionner la victime avec une concoction à base
d'ingrédients naturels tels que les ossements humains en poudre, des lézards, des carcasses séchées de gros crapauds ou de certaines plantes. Donc ça, c'est la définition donnée par Thomas Michaud dans son ouvrage « La zombification du monde ». Donc le but de cette pratique est de plonger la victime dans un état cataleptique pour la priver de son âme en lui administrant donc cette puissante drogue. Donc, ils vont faire ça pour pouvoir mieux manipuler ces personnes-là, pire, les réduire à l'esclavage. La toxine principale qui est responsable de la zombification en Haïti est ce qu'on appelle, je vais vous lire parce que j'y arrive pas à celui-là, c'est la tétrodotoxine, qui est récupérée par les Haïtiens dans le foufou ou le fougou au Japon. À ce stade-là, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que ces personnes-là ont recours à la zombification. Tout d'abord au Bénin, certains initiés ont recours à cette pratique dans le plus grand des secrets. Ils y ont recours pour renforcer leur pouvoir, leur puissance, tout en prenant quand même le soin de conserver un antidote à portée de main. Mais d'autres, parce que bien sûr, il peut y avoir des dérives, il y a ceux qui ont recours à la zombification pour pouvoir contrôler ou éliminer un rival. En Haïti, par contre, le principal but est le châtiment. La zombification est un instrument de justice de l'ombre utilisé par certains initiés haïtiens dans le but de punir une personne dont le comportement nuit à la société, tels que les violeurs, les voleurs ou les meurtriers. Ils y ont donc recours lorsqu'il n'y a pas d'autres alternatives. Malheureusement, encore ici, il y a des dérives, comme c'est le cas au Bénin. Certains s'en servent aussi à des fins personnelles pour pouvoir se venger de leurs ennemis. Dans ce cas précis, ils vont faire appel à un sorcier ou ce qu'on appelle un bokor en Haïti. Il va empoisonner la victime pour la réduire dans un état cataleptique, c'est-à-dire qu'elle sera figée, et comme il ne peut plus bouger, même les battements de son cœur seront difficilement détectables par les médecins. Les médecins vont alors procéder à une déclaration de mort clinique, ils vont fournir un certificat de décès, sa famille va alors enterrer la victime, et à la nuit tombée, les sorciers vont se rendre au cimetière pour déterrer son corps. Et au cours du rituel, ils vont le réveiller et lui administrer la poudre zombie. C'est comme ça qu'ils appellent la mixture pour pouvoir zombifier une personne en Haïti. Après avoir ingéré cette substance, le zombie sera en état de passivité psychologique extrême. Il ne sera plus maître de son esprit ni de ses mouvements, car il est drogué en permanence. Donc c'est comme ça que les bourreaux feront de leur victime un esclave totalement privé de son libre arbitre, et ainsi l'employer pour différentes tâches, comme le travail dans les champs de canne à sucre. Il y a plusieurs cas de zombies répertoriés en Haïti, et depuis longtemps, des spécialistes s'y sont intéressés, notamment l'ethnologue Zora Neale Hurston, qui a été l'une des premières à avoir photographié un zombie en Haïti. Il s'agit de Felicia Félix Mentor en 1936. Mais il y a une histoire en particulier que je vais vous raconter, et c'est le cas le plus documenté qui existe en Haïti. Je pense que les Haïtiens, si vous passez par là, vous connaissez. C'est le cas de Clervius Narcisse. Notre histoire commence dans les années 80, dans la commune de l'Esther, en Haïti. Un homme se rapproche de ce qui lui semble être sa sœur, Angelina Narcisse. En le voyant, la femme hurle de terreur. « C'est tout bonnement impossible », se dit-elle. « Clervius est mort et enterré depuis plus de 18 ans, mais l'homme, tellement ravi et soulagé de la voir, va se présenter en utilisant un surnom que seule la fratrie connaissait. Angelina reste bouche bée. Clervius continue en racontant des choses que personne d'autre en dehors de la famille ne pouvait savoir. Sa sœur ne comprenait pas ce qui était en train de lui arriver, mais elle se laisse submerger par la joie. Elle a retrouvé son frère. Il est ressuscité. Donc elle l'emmène voir le reste de la famille. Et après leur avoir raconté également toutes ces choses que seule la famille connaissait, ils étaient tous ravis de le revoir. Pour eux, un miracle venait de se produire. Clervius était revenu dans le monde des vivants. Et le bruit de cette résurrection ne mettra pas longtemps à se propager. Cette nouvelle ira même jusqu'à dépasser les frontières d'Haïti. L'affaire Clervius a déclenché une vaste enquête mobilisant plusieurs spécialistes tels que des anthropologues, des biologistes, des écrivains, des scientifiques de divers domaines de la médecine aux États-Unis. Tous voulaient tenter de comprendre pourquoi est-ce qu'un homme déclaré mort il y a plus de 18 ans en arrière est revenu comme ça. Et au fil de l'enquête, ils feront la découverte d'une mystérieuse potion. Cette potion est utilisée par les sorciers, les bokors, pour réduire leurs victimes à un état proche de la mort, un état de mort apparente.
Il s'agit de la poudre zombie. Il n'y a pas de formule type, il y en a plusieurs. Mais en analysant les composants de cette mixture, ils vont faire la découverte d'ingrédients tout aussi effrayants les uns que les autres. La fameuse chair de foufou, ou fugu au Japon, qui contient de la tétrodotoxine, un dangereux poison. Consommée à petite quantité, cette toxine peut entraîner de la paresthésie ou trouble de la sensibilité. C'est-à-dire que la personne va ressentir une sensation de picotement et d'engourdissement au niveau de la bouche, des jambes, des mains, des pieds. Ça peut aussi entraîner des troubles gastro-intestinaux. En fait, plus la quantité augmente, plus les effets seront néfastes pour la personne. La personne pourra être paralysée, elle aura du mal à faire des mouvements bien coordonnés. C'est pour ça qu'elle marchera de manière mécanique, comme les zombies qu'on voit dans Walking Dead ou ce genre de production hollywoodienne. Elle peut faire une baisse de tension également, de tension artérielle. Une aphasie aussi, c'est-à-dire que la personne aura du mal à s'exprimer et à comprendre ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui écrit. Et comme je vous le disais, plus la quantité est élevée, plus c'est dangereux. Donc si la quantité est vraiment high, en fait, la personne, elle sera plongée dans un état de mort apparente. Elle ira jusqu'à perdre conscience et aura les muscles respiratoires complètement paralysés. Donc elle sera en état de mort apparente et son pouls sera difficilement détectable par les médecins en l'absence de matériels médicaux. Parmi les ingrédients qu'ils ont trouvés aussi dans cette potion, il y a du venin de crapaud qui a été préalablement mordu par une couleuvre qui lui a transféré ce poison. Et à cause de ce venin, la personne aura des éruptions cutanées. Ils ont également découvert des traces d'ossements humains broyés, des tarentules, des lézards, etc. C'est vraiment creepy. Et c'est vraiment dans l'ambiance Halloween pour le coup. Donc en gros, il n'y a pas de recette type de cette poudre zombie, il y en a plusieurs. Mais c'est ce qu'ils ont découvert au cours de leur enquête sur l'affaire Clairvius Narcisse. Alors, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que Clairvius a été zombifié. Il faut savoir que Clairvius Narcisse est l'aîné de sa fratrie. Et à la mort de son père, il a hérité de la propriété familiale. Il possède ainsi une parcelle de terre agricole qui fait vivre presque le reste de la famille. Mais Clairvius, il n'avait qu'une idée en tête. Lui, il voulait vivre le rêve américain. Donc il voulait vendre cette parcelle de terrain et s'envoler pour Miami. Son entourage a tenté de le raisonner en vain, mais il voulait rien entendre. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est partir à Miami. Alors un jour, un de ses frères va prendre la décision de contacter la société secrète, donc les initiés au vaudou, les Bokor, pour tenter de raisonner son frère. Mais en vain, il voulait absolument partir. C'est ainsi alors qu'ils prirent la décision de le zombifier. Ils l'ont empoisonné pour le réduire en état de mort apparente devant les médecins. Et 24 heures après son enterrement, ils vont venir le déterrer, pouvoir le réveiller et lui administrer sa dose quotidienne de poudre zombie. Donc il va être constamment dans un état second. Privé de son libre arbitre, il sera réduit en esclavage. Il va devoir travailler donc dans les champs de coton, de canne à sucre. Et ce supplice va durer 2 ans. Son calvaire prendra fin lorsqu'un des esclaves, qui n'en pouvait plus, a tout simplement décidé de tuer le contremaître. Et là, donc, il a eu l'occasion de pouvoir s'échapper. Mais il mettra plusieurs années avant de prendre contact avec sa sœur, car il avait peur qu'il recommence à le zombifier, car son frère était encore en vie. Il a attendu que ce frère-là décède avant d'approcher Angelina Narcisse. Donc, en Haïti, comme au Bénin, la zombification a pour but général de châtier une personne, de punir une personne qui a un comportement déviant envers la société. Mais il y a des dérives, donc comme vous venez de le voir, ça peut être aussi dans des buts purement et égoïstement personnels, comme ce fut le cas avec Clairvius Narcisse, car son frère ne voulait pas qu'il vende le terrain, et puis voilà, il s'est fait zombifier pour ça. Donc généralement c'est pour punir, mais la différence c'est qu'au Bénin, tout comme au Cameroun, souvenez-vous, avec la vidéo que j'ai faite sur les sociétés secrètes, le con ou le Famla, la zombification ne consiste pas seulement à châtier en fait. Il y a des personnes qui ont recours à cette pratique pour pouvoir augmenter leurs pouvoirs occultes, ou bien pour avoir beaucoup plus d'argent. Mais, il existe un autre cas, quelque part à Madagascar, où c'est différent. Là, on va plus parler de morts vivants, car ils ne le sont pas par poison, mais à ce qu'il paraît, ils le sont de manière héréditaire. J'espère que vous êtes prêts. Mettez pause sur la vidéo et commentez-moi plein de citrouilles. J'aimerais voir en fait qui sont encore attentifs jusqu'ici et qui sont prêts
à avoir vraiment peur parce que là, je vous dis en plus avec les témoignages, vous n'allez pas dormir ce soir, je vous dis. Allez, mettez-moi plein de citrouilles dans les commentaires et tout de suite, nous allons voir ce qui se passe du côté de Madagascar avec ce qu'on appelle les Lulvukacha. Madagascar est une île où le peuple conçoit le cosmos comme un ensemble regroupant le monde visible et le monde invisible, celui des humains et celui des divinités qui servent d'intercesseurs auprès d'une puissance qu'on appelle là-bas Zanahari, Dieu, Allah, l'univers. La plupart, dont moi, croient également en l'existence d'entités telles que les esprits, les génies, les revenants, etc. Certains sont bénéfiques, tandis que d'autres, au contraire, sont maléfiques. Dans la catégorie maléfique, à tort ou à raison, il y a ce qu'on appelle là-bas les Lulvukacha, ou les morts vivants. L'origine du nom Lulvukacha vient tout simplement de Lulu, qui signifie spectre, revenant, fantôme, et Vukacha, qui signifie littéralement quelque chose qui provient de la terre, un produit de la terre. Ça peut aussi signifier une récolte. En gros, donc, c'est un revenant ou un cadavre qui sort tout simplement de terre. D'aussi longtemps que je me souvienne, les Lulvukacha ont toujours été présents dans la culture populaire à Madagascar. Et il y a même des histoires qu'on appelle là-bas des tintars. Ce sont des fictions ou des histoires vraies qui sont racontées à la radio en mode podcast, mais avec des jeux de rôle, vous voyez. Il y a pas mal d'histoires comme ça, des tintars, qui parlent justement des Lulvukacha. Mais est-ce vraiment réel ? Ça, nul ne sait, j'en ai jamais croisé, heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, il y a très peu de recherches scientifiques sur ces êtres. En somme, à part quelques blogs que j'ai consultés, j'ai trouvé quelques passages dans l'histoire de la grande île de Madagascar. C'est l'ouvrage d'Étienne de Flacourt, je vous conseille de le lire si vous voulez en apprendre un peu plus sur mon île. Ce bouquin est très fourni, même si c'est un livre qui date quand même. Ensuite, j'ai trouvé aussi les travaux d'un anthropologue qui s'appelle Dominique Zomda, ou Somda. Lui, il s'est concentré sur l'étude des Lulvukacha, ou en tout cas, il a récolté des interviews, il a fait ses études anthropologiques sur la région de l'Anouchi, ou l'Anoussi, qui se situe dans le sud-est de Madagascar. Donc je mettrai le lien en barre d'infos pour les petits curieux qui veulent approfondir un peu plus sur cette thématique que sont les Lulvukacha. Donc, mis à part ces deux recherches, on va dire, plus sérieux, terre à terre, sur les Lulvukacha, dans ce qui suit, je vais surtout vous parler des bruits de couloir, des rumeurs, mais aussi vous raconter les témoignages de ceux qui auraient fait la rencontre de ces créatures mystérieuses et vraiment flippantes. D'après les croyances, les Lulvukacha viennent du sud de Madagascar. Et dire que j'ai des origines du sud, je suis pas... enfin, du sud-est, mais je suis pas... je suis en vie. Hein. Mais en grande majorité, apparemment, ils viennent du sud de Madagascar. À la différence des zombies haïtiens ou béninois ou issus du Famla ou du Kong au Cameroun, les morts vivants de Madagascar deviendraient comme ça à cause d'une disposition héréditaire. Il paraîtrait qu'à l'origine, ça proviendrait d'une malédiction qui a touché une tribu originaire du sud de Madagascar et qui s'est transmise de génération en génération jusqu'à nos jours. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'ils ont été victimes de cette malédiction. Il y a plusieurs hypothèses, vous comprendrez lorsque je vous lirai un des témoignages. Mais en gros, les membres de cette tribu auraient été maudits et condamnés à se réveiller 7 fois de leur tombe avant de mourir une bonne fois pour toutes. En gros, donc ils doivent mourir 7 fois. Donc les chats auraient 9 vies et eux, ils en ont 7. Mais il paraîtrait également que ce gène ne s'active pas tout le temps. Certains l'auraient en eux, mais une fois morts, ils reviennent plus. Tandis que d'autres, si. Si dans l'imaginaire collectif, et surtout grâce au film, un zombie ou un mort-vivant est un individu dépourvu de tout libre arbitre, il lui manque souvent un bras, un œil, il a la peau complètement putréfiée, en décomposition, que c'est juste une créature dépourvue d'intelligence, qui n'a pas de cervelle et qui ne parle pas, et que la seule chose qu'ils savent faire, c'est se déplacer mécaniquement un peu à la Michael Jackson et manger de la chair humaine, et surtout les cerveaux. On a vu avec les cas haïtiens ou béninois qu'ils sont dans cet état-là, donc dans un état cataleptique, parce qu'on leur a ingéré un poison.
Donc la poudre zombie, souvenez-vous. Mais dans les cas des morts vivants de Madagascar, c'est tout à fait différent. Ils ont une autonomie, ils seraient comme vous et moi. La seule différence entre vous et moi et ces créatures-là, c'est qu'ils auraient déjà connu la mort au moins une fois. Ils peuvent se marier, avoir des enfants, interagir avec les hommes, mais ce ne sont plus des êtres humains. Seuls les membres de leur famille arriveraient à les tolérer, le reste en ont terriblement peur. Comment ça se passe concrètement? Lorsque les personnes porteuses de ce gène décèdent, les familles conscientes de ce secret honteux scelleraient directement le cercueil dans lequel le corps est censé être avant la veillée. Je dis bien censé car en réalité, ce ne serait pas le corps qui est dans ce cercueil, mais autre chose. Ça pourrait être par exemple un tronc de bananier ou une chèvre ou un mouton ou un animal. Mais quelque chose d'assez lourd pour quand on soulève le cercueil, les gens pensent que le corps est vraiment dedans. Pendant ce temps, donc il y a la veillée à côté, mais certains membres de la famille cacheraient le corps à l'abri, ils mettraient le corps à l'abri dans la forêt ou dans une grotte, mais en tout cas à l'abri des regards indiscrets, en attendant l'enterrement et tout ça. J'ai moi-même entendu une version que ma mère me racontait quand j'étais petite. Pour certains, ils accrocheraient même le corps sur un arbre, en fait, ils l'accrochent à ras du sol comme ça, en attendant que le cadavre ne bouge pas, que la personne ne revienne d'entre les morts. Donc il y a la version où ils accrochent le corps sur un arbre, enveloppé d'un linceul, bien sûr, et après ils accrochent ça là-bas. Et il y a l'autre version où ils scelleraient directement le cercueil pour que les gens ne voient pas la personne revenir d'entre les morts, quoi. En revanche, les familles s'abstiendraient d'utiliser du formol. Vous savez pourquoi? Pour éviter justement que leur défunt ne meure complètement. Enfin, je sais pas trop, Moi, j'aurais mis du formol pour qu'ils reviennent pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe apparemment lorsque le corps revient d'entre les morts? Lorsque le mort vivant ou la morte vivante revient, elle va directement se rendre à la cuisine familiale. 2 plats seront posés. Un premier plat contenant de la viande cuite et un autre plat contenant de la viande crue. S'il ou elle choisit la viande cuite, la famille considérerait donc qu'il ou elle n'est pas dangereuse pour la société, qu'une once d'humanité persiste encore en elle ou en lui. Malgré tout, ils ne peuvent pas garder le Lulvukacha indéfiniment chez eux. Ce serait trop risqué et honteux si jamais le voisinage, le village, la ville soit au courant, car on saurait que la famille est maudite. Donc, ils vont lui donner des provisions et ils vont accepter, à contre-cœur, que leur défunt ou défunte, qui est revenu d'entre les morts, vive dans une ville à côté, un peu plus loin dans le nord de l'île. Dans un premier temps, ils vont accepter que le Lulvukacha vive caché dans la forêt à proximité du village ou dans une grotte, et de temps en temps, à la nuit tombée, il aurait le droit de venir à la cuisine pour manger, s'il aurait du mal à trouver de quoi se nourrir là où il se cache. Et comme il a choisi de la viande cuite, forcément, le Lulvukacha va devoir manger quelque chose de cuit. Donc c'est pour ça qu'il le laisserait dans un premier temps venir à la nuit tombée se restaurer à la cuisine familiale. Donc apparemment, leur plat ou leur mets favori serait les ampangu. Les gens de Madagascar, ils savent ce que c'est. En fait, chez nous, lorsqu'on fait cuire du riz, pour pouvoir faire décoller le riz là sur la marmite quand on a fini d'enlever le riz cuit, on met de l'eau, on fait bouillir ça et on boit ça. Donc ça s'appelle le ranu nampang ou jus de riz. Et l'ampang, en fait, c'est lorsqu'on a fini d'enlever tout l'eau et c'est le reste de riz là, un peu gluant, de la pâtée de riz. Je sais pas si je trouve une photo, je vous mettrai. Et c'est ça en fait apparemment ce qu'ils mangeraient. Si en revanche, il ou elle choisit de la viande crue, la famille considérerait que le Lulvukacha n'est plus un être humain. C'est devenu un bibi, une bête, un monstre, dépourvu d'humanité. La famille va alors le chasser. Il n'aura pas le droit de revenir du tout et il va devoir donc changer de ville. Dans les croyances, ce qu'on a toujours entendu, c'est qu'il monte en fait. Il monte vers le nord de l'île, soit à la capitale, soit un peu plus haut dans le nord. Concernant leur apparence, une fois revenus d'entre les morts. Contrairement aux zombies des films ou ceux d'Haïti ou du Bénin, les morts vivants de Madagascar n'ont pas la peau putréfiés ou en décomposition. 0 éruption cutanée, ils ne sont pas pâles, bien au contraire, ces êtres seraient diablement séduisants, d'une beauté à couper le souffle. Et là, ça me rappelle un peu Twilight, vous voyez, parce que les vampires dans Twilight, ils sont magnifiques,
tout pour attirer leur proie à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Là-bas, c'est comme ça. Quand on entend parler d'eux, surtout d'elles, parce qu'en majorité là-bas, ce serait surtout des femmes, même si il y a des hommes. Apparemment, elles seraient tellement magnifiques que les gens, ils tombent comme des mouches, quoi. Enfin, les mecs, quoi, en gros. Certains d'entre eux auraient même des capacités. C'est pour ça que je vous dis, ça me rappelle un peu Twilight, je sais pas pourquoi. Certains d'entre eux auraient la capacité d'apparaître à 2 endroits à la fois, de se déplacer rapidement, la vitesse, souvenez-vous, dans Twilight. Donc de se déplacer rapidement comme s'ils se téléportaient, voire comme s'ils disparaissaient. Et comme je vous l'ai précédemment énoncé, ils ne sont pas privés de leur libre arbitre. Ils peuvent vivre normalement, avoir des enfants, se marier, travailler, interagir avec les êtres humains. Sauf que ils doivent faire ça dans une autre ville, là où personne ne peut les reconnaître. Tant que leur secret n'est pas percé, ils peuvent vivre très longtemps parmi les humains, mourir, et ensuite à leur mort, ils reviennent d'outre-tombe, et là encore une fois, ils doivent changer de ville. Mais tant que leur secret n'est pas percé dans leur première vie, tout va bien. Puisque ces personnes-là sont maudites, ce secret doit être absolument préservé, et même leurs conjoints ou conjointes ne sont pas au courant. Leur faiblesse, donc leur kryptonite à eux, c'est le sable ou la poussière. Si leur partenaire a des doutes, il suffirait de prendre du sable apparemment et d'attendre qu'ils soient endormis pour pouvoir saupoudrer leur corps de ce sable-là. Donc soit leurs pieds et surtout au niveau de leur ventre. S'ils réagissent, s'ils se réveillent directement, ça veut dire que ce sont des lulvukat. Mais comme ils disent là-bas, si vous faites ça, c'est à vos risques et périls. Donc après avoir versé ça, préparez-vous à vous enfuir, car s'ils se réveillent, ils peuvent devenir vraiment, vraiment dangereux. Ils peuvent même tuer la personne qui a tenté de faire ça. Parce que comme je vous l'ai dit, si ce secret est dévoilé au grand jour, ils doivent changer de vie, complètement changer de ville, abandonner leurs enfants s'ils en ont eu là et partir. Ils doivent fuir, ils peuvent pas rester là en fait. Il est également dit des lulvukat qu'au fur et à mesure de leur résurrection, donc au fur et à mesure qu'ils meurent et qu'ils reviennent, ils vont préférer beaucoup plus la viande crue à la viande cuite. Une fois qu'ils y auraient goûté, ils vont commencer apparemment à se décomposer et à sentir le cadavre, et aussi à se transformer en bêtes dangereuses et cruelles. Une autre version dirait qu'au fur et à mesure de leur résurrection, ils se décomposeraient tout simplement en fait, et sentent la mort. Plus ils meurent, plus ils reviennent à l'état de mort en fait, et ils vont se décomposer. Au début, il n'y a pas vraiment d'odeur, ou il n'y en a pas du tout, alors c'est vraiment subtil. Mais au bout de la 4e résurrection, là, ils vont commencer vraiment à sentir très fort le cadavre, et leur peau va commencer à se décomposer de l'intérieur. Et même le meilleur des parfums, je sais pas moi, Chanel ou ce que vous voulez, ne suffirait plus en fait à masquer l'odeur. Et à partir de ce stade-là, en fait, ils vont plus se mélanger aux autres, ils vont vivre reclus, cachés dans la forêt, dans une grotte, dans un désert, ou voilà quoi, ils vont se cacher. Et ils vont sortir plutôt la nuit pour aller voler de la nourriture dans la cuisine des gens, car ils sont affamés. Même s'ils sont en décomposition, en fait, ils ont toujours, apparemment, ils auraient toujours faim, donc ils doivent se nourrir, et ils attendent la nuit pour le faire. Maintenant que c'est dit, nous allons entrer dans la partie creepy de cette vidéo. Bien sûr, tout ce que je vous ai raconté est creepy, mais là, on va entrer dans les témoignages. J'en ai trouvé, je crois, 4 ou 5, je sais plus, et je vais vous lire ça. Mettez-moi pause encore pour voir si vous êtes encore là et que vous m'écoutez encore, en fait, mes loulous. Et mettez-moi dans les commentaires lulvukat. Ceci est l'histoire de mon oncle, que je vais appeler Guy. À l'époque, il avait la trentaine, célibataire et sans enfant. Il travaillait en brousse, dans la région nord de Madagascar. Il faut savoir que nous sommes de l'ethnie Betsileo. Nous venons d'Amboust. Mais ça fait longtemps que tonton Guy n'est pas revenu chez nous. Il a toujours été dans le nord pour son travail. Un jour, il fit la rencontre d'une jeune femme. Et il n'arrêtait pas de dire à tout le monde qu'elle était trop belle. Il était tombé complètement sous le charme de cette femme et ils ont décidé de sortir ensemble. Mais ses collègues de travail n'étaient pas ravis d'entendre cette nouvelle. Ils n'arrêtaient pas de le mettre en garde en lui disant de faire attention car cette personne serait déjà morte.
Mais mon oncle était très têtu, il refusait d'y croire. Pour lui, les histoires de Lulvukacha, ce ne sont que des mythes. Mais devant sa réaction, ses collègues et potes de travail s'étaient fâchés et ils lui ont dit « Puisque c'est comme ça, tu n'as qu'à prendre du sable pendant qu'elle est endormie et verse ça sur elle et tu verras. Par contre, si tu fais ça, fais gaffe aux retombées. Parce que si elle apprend que tu es au courant de son secret, tu risques de te faire assassiner car cela voudrait dire que tu as percé son secret. » Mais mon oncle, lui, s'en fiche, il est amoureux. Même si l'idée, il l'a gardée quand même dans un coin de sa tête. Donc, il finit sa journée de travail, etc. Il rentre chez lui, sa petite copine était là, elle l'attendait, elle lui a fait à manger, etc. Ils dînent ensemble et vient le moment d'aller se coucher. La femme s'endort la première. Quant à mon oncle, il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrêtait pas de repenser à sa discussion aujourd'hui, assez houleuse avec ses potes et collègues. Alors il s'est dit, pourquoi pas, je vais tester, comme ça ils vont arrêter de me tanner avec ça et je vais leur prouver qu'ils disent n'importe quoi. Donc mon oncle se lève, tout en faisant attention de ne pas la réveiller. Il sort pour prendre du sable, il réentre à la maison, vérifie qu'elle est toujours endormie, et là, il fait le geste. Il verse le sable sur le ventre de sa femme. Dès que le sable a effleuré sa peau, elle s'est vite levée. En fait, elle était déjà debout et elle a disparu. En un coup de vent que mon oncle n'a pas eu le temps de comprendre ce qu'il venait de se passer. Pris de panique, mon oncle a aussitôt détalé sans rien prendre avec lui. Il a juste pris ce qu'il avait sur lui, le peu d'argent qu'il avait, et il a tracé. En fait, il a quitté la ville, tellement il a eu peur et il est parti directement à un boost. Lorsqu'il est arrivé chez nous, la famille était très étonnée de le voir là, parce que ça faisait des années qu'on ne l'avait pas vu par là-bas. Mon oncle était encore choqué et effrayé par ce qu'il venait de vivre, donc c'était à peine s'il parlait. Il disait juste bonjour et puis c'est tout. Puis il y a un de ses cousins qui était très proche de lui, qui était arrivé, et c'était uniquement là qu'il a décidé de lui confier ce qu'il venait de vivre cette nuit-là. Donc voilà, ils discutent et tout, il lui raconte ça. Et le lendemain, subitement, mon oncle est tombé malade. Et il délirait. Il disait voir des choses qu'il était le seul à voir. Il voyait son ex-petite amie. Son cousin, à qui il a raconté du coup son histoire, a expliqué ce qui lui est arrivé au reste de la famille. Pendant ce temps, mon oncle, lui, continuait de délirer jusqu'à perdre connaissance. Alors, on l'a aussitôt ramené aux urgences. Je lui ai rendu visite avec ma mère et ma petite sœur. Il semblait vraiment souffrir comme si quelque chose ou quelqu'un l'étranglait. Il suffoquait, mais on était complètement impuissants. Il disait la voir constamment, elle était tout le temps là, et j'avais tellement peur. La famille s'est réunie et on a pris la décision de tenter de le sauver de manière spirituelle et religieuse. Donc on a fait venir un prêtre, ça n'a pas fonctionné. Ensuite on a fait venir un guérisseur, ça n'a pas non plus fonctionné. Et donc à contre-cœur, on s'était résigné à lui faire nos adieux, car on ne pouvait rien faire en fait. Il n'arrêtait pas de délirer, de suffoquer. Les médecins ne savaient plus quoi faire. Donc voilà, on décide de lui faire nos adieux, car c'était fini pour lui. Mon oncle perdit la vie le lendemain de son entrée à l'hôpital, à seulement 30 ans. Mais Loulou, je suis éclatée, il est minuit, donc excusez-moi si je regarde vraiment en bas, parce que là je vais lire, parce que j'ai pas envie de louper des détails, parce que là c'est vraiment plus conséquent et fourni, donc soyez attentifs. C'est dans la région Anhui qu'il y a le plus de Lulvukacha. Donc avant de vous partager mon témoignage, je tiens à m'excuser auprès de ceux qui viennent de cette région. Ce n'est pas de la généralisation, je vous partage juste ce que j'ai entendu. Mon père travaillait dans un village situé en région Anhui. Je préfère taire le nom de ce village pour éviter les représailles. Ce village est différent des autres car il y a très peu de gens qui vivent là-bas. Ce qui fait que les habitants sont éloignés les uns des autres. Il arrivait que mon père ne croise personne la journée lorsqu'il partait au travail ou lorsqu'il se promenait. Les gens étaient très réservés, voire un peu trop même. C'était dur pour mon père de travailler là-bas, car les gens avaient du mal à socialiser avec eux ou entre eux. Ce n'est pas comme dans les autres villages environnants ou ailleurs à Madagascar où règne la convivialité. Mon père et ses collègues de travail se sont alors demandé quels étaient les fumba. Donc les fumba, ce sont les coutumes, les rituels, les rites. Quels étaient les fumba à respecter ou à faire le temps de leur séjour professionnel sur place. Ils ont fait la connaissance d'un ancien chef du village qui vivait désormais dans la capitale. Donc ils l'ont contacté car cet ancien chef de village
habitaient dans la maison que mon père ainsi que ses collègues ont fait construire dans ce village et ils habitaient donc dans cette maison. Donc l'ancien chef, lui, il habitait là avant. Et au fil de leurs nombreuses discussions, ils ont abordé le sujet des habitants de ce village et des environs. Le monsieur expliqua à mon père que dans cet endroit, il était fortement déconseillé de sortir de chez soi avant que le soleil ne se lève. Mais aussi, il fallait terminer le travail au plus tard à 15 heures et rentrer chez soi. Car à partir de 17 heures, il était aussi fortement déconseillé de sortir pour se promener ou faire que sais-je d'autre. Dès que le soleil se couche, tout le monde ferme leurs fenêtres ainsi que leurs portes d'entrée. Car à la nuit tombée, les Lulvukacha sortiraient et arpenteraient le village. Lorsqu'ils arrivent à hauteur de votre cour, une forte odeur de cadavre envahissait les lieux, jusque dans la maison. Et si par malheur vous oubliez de fermer une porte ou une fenêtre, les Lulvukacha entreraient dans la maison et par tous les moyens tueraient tout le monde qui s'y trouve, car il ou elle n'a pas envie qu'on découvre leur apparence. En entendant ça, mon père était effrayé, car la veille de cette discussion que mon père avait eue avec ce monsieur, lui et ses collègues de travail avaient oublié justement de fermer une des fenêtres à l'étage avant de dormir. Ils s'endorment donc et vers à peu près 19 heures, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce qu'ils dorment si tôt. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, à Madagascar, à partir de 17h, 17h30, le soleil se couche. Et comme ils sont dans un village, il y a très peu de distractions, donc les gens ils dorment tôt. Ils s'endorment donc, et vers à peu près 19h, la fenêtre avait claqué très fort. Tout le monde sursaute et se réveille. Ils se regardent entre eux en se demandant qu'est-ce qui se passait. Ensuite, ils tournent tous leur regard vers la fenêtre, ouverte sur l'extérieur. Et là, frayeur, ils ont tous aperçu une longue silhouette suivie d'une très forte odeur de mort en putréfaction. Un des collègues a rassemblé le peu de courage qui lui restait, il s'est levé, il a couru pour fermer vite la fenêtre. Cette créature est restée devant cette fenêtre à peu près 5 minutes et il l'entendait grogner. Et il a fallu un peu plus de 15 minutes avant que l'odeur de cadavre ne disparaisse complètement de la maison. Mon père finit son témoignage en disant que les Lulvukacha existent réellement. Fin du deuxième témoignage, et là, ce que je vais vous lire va corroborer ce que je vous ai introduit quand je vous ai parlé des Lulvukacha. D'après les traditions orales ainsi que certains critiques malagasy, il existerait 2 sortes de Lulvukacha, les cruels et les pacifiques. Pour identifier certains d'entre eux, il y a une forte odeur de cadavre pour ceux qui sont déjà en état de décomposition. Il peut arriver aussi que si une charrette passe à proximité de l'un d'entre eux, les ébus s'immobilisent, pétrifiés par la peur, ou alors ils vont commencer à s'agiter nerveusement. Certains disent que c'est à cause d'une malédiction que ces créatures foulent la terre. Un jour, dans un passé lointain, une dispute éclata au sein d'une fratrie. Après leur violente altercation, ils se sont prévenus que si un décès surviendrait dans l'un ou l'autre camp, ils n'avaient pas le droit d'être enterrés au même endroit. Seulement, leur descendance n'avait pas respecté cette interdiction. C'est ce qui aurait causé le réveil ainsi que la transmission de cette malédiction de génération en génération. Certains au contraire disent que c'est parce que le cadavre d'une personne aurait été jeté à l'eau et qu'un esprit aurait pris possession de ce cadavre qui serait à l'origine du premier Lulvukacha. Son extrême beauté servirait d'appât pour avoir ses victimes avant de les entraîner dans les fonds marins. Là pour le coup moi je pense que c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les morts vivants parce que les entraîner dans les fonds marins, moi ça c'est plutôt les luluran comme on dit chez nous, les esprits, les fantômes des eaux. D'autres disent que ce qui cause le réveil d'un mort à l'origine serait que la tête du cadavre a été orientée à l'ouest dans le tombeau ou bien qu'ils aient placé un autre corps au-dessus du défunt dans la tombe. Donc ils ont enchevêtré un autre corps
sur son corps. C'est pour ça qu'il se réveille d'entre les morts. Parce qu'en fait, à Madagascar, les orientations, c'est hyper important. C'est un peu l'équivalent du feng shui. Chez nous, on ne dort jamais, par exemple, la tête orientée plein sud ou à l'ouest. Parce que l'ouest, c'est là où le soleil se couche. Le sud, c'est là où justement on oriente la tête des défunts. Donc nous, on dort la tête orientée à l'est, là où le soleil se lève, pour que notre chance monte en même temps que le soleil. Donc, il y a ceux aussi qui disent qu'ils se réveillent d'entre les morts à cause d'un puissant sortilège maléfique. Donc le Musavi, souvenez-vous, le mauvais charme. Ou alors, ils n'ont pas fini leur adidi, donc leur devoir. Ils n'ont pas bien accompli leur rôle au sein de la société de leur vivant. Donc, ce sont des mauvaises personnes, en fait, qui sont désagréables dans le village. Donc, durant les obsèques du défunt, c'est typique chez les Tanala, ça. Les Tanala, c'est une tribu voisine de ma tribu à moi. Comme je vous ai dit, je suis un Témour du côté de ma mère, c'est dans le sud-est. Donc, c'est typique chez les Tanal que durant les obsèques, lorsque cette personne était vraiment odieuse quand elle était en vie, les gens du village vont ordonner au corps de se lever et de s'enterrer tout seul, car il ne mérite pas qu'on soulève son cercueil, car, comme je vous l'ai dit, c'était peut-être un voleur, un violeur, un meurtrier ou une personne vraiment grincheuse, orgueilleuse envers la société. Donc ils vont commander au corps du défunt, lève-toi et va t'enterrer tout seul. Marche jusqu'à ta tombe, dors dans ta tombe, nous on ne fera rien. On te suivra par derrière, mais toi tu vas marcher pour aller à ta tombe. Apparemment il y a des gens qui ont vu ça et c'est pas la première fois que j'entends des histoires comme ça. Donc en guise de châtiment, les gens du village vont le maudire pour qu'il se réveille 7 fois avant de mourir complètement. Pour reconnaître si une personne était un lulvukat, apparemment il faut observer son gros orteil, car son gros orteil ne toucherait pas vraiment le sol lorsqu'il se met debout. Et il y aurait encore sur son corps des traces des endroits où on l'avait attaché avant la mise en bière. Un autre signe qui permettrait de les reconnaître, c'est que leurs yeux ne restent pas en place. L'iris n'arrête pas de trembler, surtout les soirs de pleine lune ou lorsqu'il y a de la lumière à proximité. Ses yeux se dirigeraient automatiquement vers la lune comme si la lune attirait leur regard en fait. Il est dit également qu'il ne faut pas verser du sable sur eux lorsqu'ils sont endormis. S'ils dorment tout en restant aux aguets, il nous serait impossible de prendre du sable sans qu'ils ne se réveillent directement. Pour ceux qui n'ont pas le corps décomposé, il leur est encore possible de commencer une nouvelle vie et même d'avoir des enfants. Concrètement, à leur premier décès, la famille les prépare déjà à quitter le village pour se cacher ailleurs. Mais il y a aussi ceux qui sont déjà enterrés et ceux qui ont déjà des membres de leur corps touchés par le processus de décomposition et qui sentent très fort. Ceux-là, logiquement, sont plus des bêtes cruelles que des êtres humains. Et ils tuent même. Il y a ceux aussi qui disent que ce sont les lignées matrilinéaires qui deviennent des lulvukat ou morts-vivants. Ceux qui auraient ce gène venant de leur père, au contraire, ne se lèvent pas. C'est juste la terre autour et le tombeau familial qui vont se diviser. C'est ce qu'on appelle là-bas mamaktan. Comme vous voyez la terre là lorsqu'il y a un tremblement qui se casse comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle mamaktan. Dans certaines régions, ils auraient pour coutume d'accrocher le corps du défunt sur un arbre jusqu'à ce que toute la chair se décompose complètement et qu'il ne reste plus que des ossements. Car il faut savoir que ce ne sont pas forcément tous les cadavres qui se lèvent. Il y a aussi ceux qui enterreraient le corps avec une rafle de maïs ou des grains de riz blanc, tout en disant ces mots. Ramtsirrewa seivumfuazatau. En gros, quand ces grains de riz pousseront ou cette rafle de maïs poussera, et uniquement dans cette condition, là tu te lèveras. Enfin, c'est souvent lorsque les lulvukat se sentent mis à l'écart de la société parce qu'ils commencent à avoir des doutes sur leur vraie nature qu'ils fuient ou deviennent dangereux envers ceux qui découvrent leurs secrets. Donc là, vraiment, ça rejoint un peu ce que je vous ai expliqué au début. Passons maintenant à l'avant-dernier témoignage.
Cette anecdote s'est passée à un Batrouk et concerne notre ancienne propriétaire. Elle était tombée gravement malade et a succombé à sa maladie. On a assisté à ses funérailles et même à son enterrement. 2 jours après son enterrement, vers environ 22 heures, on entendit toquer à la porte d'entrée. Donc mon frère est parti ouvrir et là, un cri de terreur est sorti de sa bouche. La dame était là, sur le seuil de la porte, et elle disait qu'elle avait soif. Elle lui demanda de l'eau. Mon frère s'est enfui, il est parti appeler mon père dans sa chambre pour lui raconter tout ce qui venait d'arriver. Donc, on est tous sortis pour voir ce qui se passait, mais comme vous vous doutez bien, dans chaque histoire, dans tous les films, la dame n'était plus là. Mon père, en parfait adulte rationnel, s'est moqué de mon frère en lui disant qu'il divaguait complètement. Le reste de la nuit, il ne s'est plus rien passé, et vient le lendemain, vers à peu près 23 heures, on regardait Titanic. Et là, quelqu'un frappe encore une fois à la porte d'entrée. Cette fois-ci, c'est mon père qui s'est levé pour ouvrir. Et choqué, c'était encore la propriétaire. Elle avait encore soif et elle était là pour demander à boire. Mon père ne voulait pas montrer qu'il avait peur et machinalement, il se dirige vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. Et en revenant devant la porte, encore une fois, la femme avait disparu. Et là, on a éteint la télé. Tout le monde est parti se coucher, sans rien dire. Le lendemain, je ne sais pas comment mon père a fait, mais il a trouvé une maison et il nous a dit qu'il fallait absolument qu'on déménage. Donc il a trouvé une maison dans un quartier qui s'appelle Mahazoariv et on a déménagé au bout d'une semaine. Et tous les soirs, jusqu'à ce qu'on quitte cette ancienne maison, la dame venait toquer à la porte pour demander de l'eau à boire, mais on l'ignorait, on n'ouvrait même plus. Creepy. Ouh, j'en ai des frissons. J'aurais même pas attendu une semaine, hein. Moi j'aurais pris un hôtel en attendant, mais il y a des gens, ils vivent vraiment des dingueries, hein. C'est fou ça. Et maintenant, passons à la dernière histoire. Cette anecdote s'est passée à Mbuvumbe, dans l'extrême sud de Madagascar. C'est l'histoire d'un enfant qui malheureusement était décédé pour je ne sais quelle raison. Durant la veillée, on a pu voir que sa chair était gravement endommagée. Vient le jour de son enterrement, sa famille était formelle. Personne en dehors de la famille proche n'avait le droit d'assister à son enterrement. Seulement la personne qui raconte cette histoire est un gendarme et il n'avait peur de rien. Il voulait comprendre pourquoi la famille refusait que d'autres personnes assistent à l'enterrement de cet enfant. Alors tous les soirs, il avait commencé à les espionner. Il découvrit qu'à la nuit tombée, l'enfant revenait chez eux et après avoir mangé du impang ou, comme je vous l'ai dit, le riz là, il dormait avec tout le monde. Pendant plusieurs mois, ça s'est passé comme ça. Les soirs, l'enfant venait manger avec sa famille, ensuite il s'endormait avec tout le monde. Et vers 2 heures du matin, ses parents le raccompagnent à l'endroit où il était censé être enterré. Donc ça s'est passé comme ça jusqu'au jour où sa chair, complètement endommagée, s'était remise. Ce n'était qu'à ce moment-là que sa famille lui avait dit qu'il devait quitter les environs, car il était déjà mort. Et si le voisinage s'apercevait qu'il était encore là, bien en vie, ça allait être problématique. À contre-cœur, sa famille lui donna des provisions et il quitta le village. Fin de l'anecdote. Et voilà mes loulous, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez du coup. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous n'y croyez pas? Moi, je suis dubitative. Enfin, j'ai pas du mal à croire aux esprits et tout, etc. Mais les morts vivants, je sais pas trop. Je sais pas, dites-moi si dans vos pays, il y a des légendes ou des mythes comme ça, assez similaires. Je serais curieuse de savoir dans les commentaires. Quant à moi, mes loulous, je vais en arrêter là. Je vous souhaite une agréable soirée d'Halloween. Joyeux Halloween, mes loulous. Et si vous avez vu cette vidéo jusqu'ici, si vous êtes encore là et que vous n'avez pas éteint votre écran parce que vous avez eu peur de ces histoires, mettez-moi dans les commentaires l'emoji fantôme. On va tous les faire ce soir. Bon mes loulous, si ça vous a plu, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, partagez au maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Rejoignez la famille, activez la petite cloche. Venez me rejoindre sur Instagram. Donnez-moi de la force là-bas aussi mes loulous. J'en ai vraiment besoin parce que j'ai décidé d'être active. Donc
rendez-le-moi bien s'il vous plaît, parce que je vous divertis et vous, en échange, vous m'aidez. Prenez soin de vous, je vous love, fermez vos portes et vos volets, et surtout, ne faites confiance à personne, fermez bien, parce que sinon les loulous vont venir. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.